Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pronostic de Ligue des Champions. Dans cette vidéo, on va surtout parler du match du PSG, donc Leverkusen PSG, et à la fin, on fera un petit point sur nos deux autres clubs français, donc Marseille et Monaco. Et sans perdre plus de temps, commençons par l'historique très chargé entre Leverkusen et le PSG. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est évidemment pas un historique chargé entre les deux équipes, puisqu'il n'y a eu que 2 rencontres dans l'histoire. Et c'était d'ailleurs un aller-retour en Ligue des Champions, 8e de finale, en 2014. Et du coup, que s'est-il passé? Eh bien, pour ce match aller, le PSG s'impose 4-0 sur les terres allemandes. Pour les buts, nous avons notamment un but de Matuidi, un doublé d'Ibra, et puis un dernier but de Yohan Cabaye. Oui, c'était une autre époque. Puis le PSG s'impose aussi au retour, au Parc des Princes, 2-1, avec un but du côté de Leverkusen de Sam, et pour le PSG, ce sera un but de Marquinhos et un but de Lavezzi. Du coup, côté historique, il n'y a que ça. C'est tout ce qu'on peut dire, vu qu'il n'y a eu aucune autre rencontre entre les deux équipes. D'ailleurs, on voit que les temps ont bien changé, surtout du côté du PSG, parce que c'était pas du tout la même équipe. On voit que à cette époque-là, Paris était encore considéré comme une équipe prospecte, on va dire, avec l'achat de pas mal de stars. Ils commençaient à se faire un nom en Europe. On les connaissait pas trop bien, mais on savait qu'ils étaient là, ils avaient un potentiel. Et puis maintenant, le statut est complètement différent. Le statut du PSG, c'est du coup le statut de champion d'Europe et de domination écrasante en Ligue 1. Du côté de Leverkusen, leur statut a beaucoup changé, a beaucoup évolué, et à la fin revient un petit peu au même endroit qu'il y a 10 ans. Parce que oui, à cette époque-là, Leverkusen était appelé Neverkusen. Ils n'arrivaient toujours pas à gagner le titre en Bundesliga. Ils en avaient encore 0. À cette époque-là, c'était toujours la 3e ou 4e force du plateau. Ça se battait un petit peu avec Schalke. Et puis, il y a 2 ans, ils ont eu ce changement de statut assez impressionnant lorsqu'ils ont fait leur saison invaincue en Bundesliga et leur finale d'Europa League. Ils ont eu une domination en Allemagne qu'ils n'avaient jamais eu. Et maintenant, avec la vente de toutes leurs stars et de quasiment tout l'effectif, notamment de leur coach aussi, leur statut est redescendu et ils sont repassés la 3e ou 4e force du plateau. Mais ils ont un titre. C'est déjà ça. Ok, maintenant parlons un petit peu de la forme actuelle du PSG. Et cette forme est honnêtement un petit peu difficile à juger, je trouve. Parce qu'en Ligue 1, ça ne va pas très fort. On a notamment là 2 revers de suite contre Lille, 1 partout, et contre Strasbourg, 3 partout. C'était hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il y a 2-3 semaines, on a eu cette défaite face à Marseille aussi. Donc on voit que contre les gros en Ligue 1, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Mais on sait qu'il y a pas mal de raisons à ça. Notamment l'absence de beaucoup de cadres. On avait une liste de blessures très longue. Et puis on avait pas mal de jeunes qui étaient titulaires et qui rentraient en tant que remplaçants. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas évidemment beaucoup d'expérience et qui doivent encore se faire un nom. Je parle notamment de Mayulu, de Mbaye, d'Enjantou, et puis les remplaçants habituels qui ont eu pas mal de temps de jeu, comme Beraldo, comme Lucas Hernandez, Kangin Lee et Ramos aussi. Donc c'est un petit peu difficile de savoir vraiment le niveau actuel de l'équipe. Le seul moyen de savoir, le seul indicateur, c'est évidemment la Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, Lucho nous fait mentir, à chaque fois. On a terrassé l'Atalanta, 4-0. Et puis, avec une équipe qui était composée de ces mêmes jeunes et de ces remplaçants, on a battu le Barça, chez eux. Et comme je le dis, je pense que c'est le meilleur indicateur, quand même. Donc je pense qu'on arrive quand même avec un plein de confiance. En effet, je pense que les revers subis en Ligue 1 n'affectent pas du tout le mental en acier de cette équipe. Par contre, je pense qu'ils vont coûter cher, peut-être et sûrement, pour le championnat en fin de saison. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, je vais en préparer une par rapport à ça. Mais je pense que ça peut coûter cher en championnat. Par contre, pour le mental et la LDC, moi, je vais plutôt les séparer. Niveau blessure, on récupère pas mal de blessés pour ce match, notamment Doué, Barcola, Ruiz, Dembélé, et puis Neves, Marquis et Gvara. Donc en gros, tout le monde. D'ailleurs, Doué, Gvara et Barcola ont tous les 3 joué ce week-end face à Strasbourg. Les autres sont pour la plupart en phase de reprise, d'ailleurs même tous, et certains pourraient être disponibles pour le match du Barça. Je pense notamment à Neves. Ok, maintenant parlons de Leverkusen et de leur début de saison assez compliqué. Le départ de tous les tauliers se fait ressentir, ce qui est totalement logique.
Et du coup, ils n'ont gagné que un match sur les 5 premiers de la saison. Depuis, c'est une victoire étriquée face à Sampaoli et une victoire assez difficile face à l'Union Berlin. En plus, on ajoute à ça un match nul face au PSV en Ligue des Champions. Donc oui, le changement d'effectif et le changement de coach se fait bien ressentir. Et là, au moment où j'enregistre la vidéo, ils viennent de finir leur match face à Mainz, contre qui ils ont gagné 4-3. Donc, ce qui confirme que c'est quand même assez limite, assez compliqué. Et puis, comme je l'ai vite fait évoquer, en Ligue des Champions, c'est 2 matchs, 2 points, et en plus face à des équipes qui, pour moi, ne seront même pas barragistes. Donc, Copenhague et le PSV. Et puis, pour ne pas arranger la chose, au niveau des blessures, c'est un peu comme le PSG il y a quelques semaines, ça ne va pas du tout. Ils ont Kwanza, Tillman, Tape, Chic, Tella, et puis Palacios et Vasquez qui ne seront pas là non plus. Donc, oui, ils ont quand même quelques joueurs importants qui ne seront pas là. Ce qui nous donne ces compositions probables. Donc pour le PSG, on partirait sur Chevalier évidemment, même si d'ailleurs il faut qu'on en discute, ce sera pour une autre vidéo mais bon, pour en discuter. Les latéraux seront Nuno et Hakimi, Pacho et Zabarni qui composeront la défense centrale vu que Marquinhos n'est toujours pas totalement rétabli. Je pense qu'on aura un milieu de terrain assez expérimental, Vitinha sera là, et je pense que les deux autres ce seront Doué et Warren. Warren qui nous a confirmé hier qu'il a été en train de revenir un petit peu en forme, ce qui fait vraiment plaisir. Doué a fait un plutôt bon match, même s'il n'a pas été exceptionnel, et il nous a coûté un but notamment. Mais je pense qu'il va vraiment faire du bien, notamment au milieu, avec les absences probables de Ruiz et de Neves. Et puis en attaque, on a Gvara et Barcola. Et puis Mayulu, je pense qu'il sera en tant que faux neuf, et évidemment il tournera avec Gvara et Barcola sur ce poste-là. Au niveau de Leverkusen, je pense qu'ils partiront exactement avec la même équipe qu'ils ont mis aujourd'hui face à Mainz. Avec toutes les absences dont on a parlé juste avant, c'est à peu près du coup l'équipe titulaire en ce moment. Donc avec Flecken dans les buts, Grimaldo et Arthur qui seront les pistons, une défense à 3 composée de Badé, Tapsoba et Andrich, puis 2 milieux défensifs avec Garcia et Fernandez, 2 milieux offensifs avec Poku et Hoffman, et puis en numéro 9, tout seul en attaque, Kofane. Donc par rapport à ces deux compos qu'on vient de voir, je pense que les styles de jeu de chaque équipe seront les styles de jeu habituels. Ce que je veux dire par là, c'est que le PSG jouera comme d'habitude en 4-3-3 hybride en gros, qui se transforme en 3-4-3 en phase offensive. Il y aura évidemment le pressing haut, le contre-pressing, la possession et le contrôle du ballon de façon générale. Leverkusen jouera en 3-4-2-1 qui se transforme aussi un petit peu en 5-4-1. Surtout pour la phase défensive. Ils aiment bien aussi avoir le contrôle du ballon, mais c'est une maîtrise qui est moins maîtrisée justement que Paris. Donc pour moi, ils n'auront pas du tout le ballon et ils devront jouer en contre. Notamment les pistons auront un travail énorme à faire. Mais je pense que de façon générale, ils auront du mal à créer du jeu parce qu'ils n'auront pas énormément de percussions. Je les vois mal vraiment faire mal à cette défense parisienne. Mais bon, on sait jamais. Donc pour finir, si on fait un petit rapport de force, on peut dire que le PSG arrive bien mieux que Leverkusen, avec un meilleur état d'esprit, une meilleure sérénité et plus de confiance. Et ça, même avec les contre-performances de la Ligue 1, qui sont pour moi contrôlées. Et puis le fait de retrouver pas mal de titulaires, ça va vraiment faire du bien. Et puis Leverkusen, avec le style de jeu qu'ils ont, tous les changements d'effectifs dont on a parlé, le changement de coach, je les vois mal faire quelque chose face à Paris. Je pense qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de mal. Le seul motif d'espoir qu'ils ont, c'est qu'ils jouent à la maison. Mais on a vu que depuis le début de saison, ce n'est pas une forteresse non plus. Donc si je devais faire un petit prono, je pense que le PSG va l'emporter avec pas mal de buts. Je m'imagine moi un 3-0. Je pense que la mentalité LDC qu'on a acquérie depuis l'année dernière ne devrait pas du tout flancher face à cette équipe. Et les individualités présentes du côté du PSG, notamment en attaque, avec le retour de Gvara, de Barcola, vont vraiment faire la différence et sont beaucoup plus importantes pour Paris que les individualités de Leverkusen. Et finalement, si on parle collectif, l'équipe allemande est aussi bien en dessous. Cependant, je pense que si ce match avait eu lieu il y a 1 an et demi, avec le grand Leverkusen et le PSG de cette époque-là, ça n'aurait vraiment pas été la même chose. Mais bon,
On est en 2025. Maintenant, parlons de Marseille. Et bah pour Marseille, on avait annoncé un calendrier hyper difficile en septembre. Et finalement, ils nous ont tous surpris. 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Il y a notamment cette défaite face au Real, mais moi j'ai vu le match et je ne pense pas qu'ils aient été ridicules. Et en l'espace de 3 semaines, ils battent Paris, Strasbourg et l'Ajax. Ce n'est pas rien. Ils peuvent potentiellement être leaders de Ligue 1 à l'issue de leur rencontre face à Le Havre. Au moment où j'enregistre, ce match n'a pas encore commencé. Il commence dans 7 minutes. Mais je pense qu'ils devraient gagner et devraient être leader ce soir de Ligue 1. Et pour parler de la LDC, s'ils veulent se qualifier pour le barrage, c'est face à ces équipes-là, à ces adversaires-là, qu'il faut prendre des points, absolument. Du côté du Sporting, depuis le début de saison, c'est pas mal de victoires, en vrai. Ils sont deuxième de la Ligue portugaise. Mais par contre, les 2 seuls matchs qu'ils ont eu contre des grosses équipes, entre guillemets, bah ils les ont perdus. Parce que oui, c'était une défaite face à Porto et une défaite face au Napoli. Donc c'est un peu comme s'ils étaient forts contre les faibles et faibles contre les forts. Et pour faire la transition, Marseille, je pense que c'est plutôt un fort en ce moment. Et du coup, je pense que Marseille, avec ce style très offensif, très porté vers l'attaque, très direct, je pense qu'ils arriveront à faire la différence. Et je les vois battre le Sporting. Et ça, même à l'extérieur. Pour Marseille, c'est vraiment pas mal. Non mais en vrai, j'y crois vraiment fort pour Marseille cette année en LDC. J'ai vraiment un bon feeling, et c'est un supporter parisien qui le dit, hein. Mais j'ai vraiment un bon feeling, je sens qu'ils feront une bonne saison, ils se qualifieront, je pense, pour les barrages. Et après, ça dépendra des adversaires, mais pourquoi pas faire quelque chose de beau cette année. Et oui, du coup, pour le prono, je vois une victoire de Marseille 2-1. Pour finir, parlons vite fait de Monaco. Et Monaco, contrairement à ses compatriotes français, eh ben, ils ne sont pas du tout au top de leur forme. Le club, dernièrement, est mal géré. Le mercato a été très décevant. Et puis, au niveau des attentes, ils n'y sont pas du tout. Jusqu'à maintenant, le seul résultat encourageant de la saison, c'est le nul qu'ils ont face à City, il y a 3 semaines. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un grand City, déjà. Ensuite, c'est que un match. Donc, faut confirmer. Et puis, ils se sont fait dominer quand même face à City. City, ils auraient pu gagner ce match avec 2-3 buts d'écart. Et puis, ils se sont quand même fait taper à Bruges. Mais vraiment taper. De l'autre côté, on a Tottenham, qui a un énorme potentiel, je trouve, mais qui sont quand même très inconstants. Je pense qu'ils font quand même un bon début de saison. Face à Paris, ils font un énorme match. Ils auraient peut-être pas dû perdre à la fin. Ils font un très très bon match, je trouve. Puis ils enchaînent avec une victoire face à City. Mais du coup, après ça, t'as une défaite face à Bournemouth, 1-0. T'as un nul face à Brighton. T'as un nul aussi lors de la réception face aux Wolves. Et puis un nul face à Bodo Glimt. Donc ça fait quand même quelques contre-performances. Mais dans leurs inconstances, je les vois quand même être supérieurs à Monaco. Qui pour moi, le match à City est un petit trompe-l'œil. Donc je vois quand même cette équipe de Tottenham être supérieure à cette équipe de Monaco qui m'exaspère. Parce qu'ils devraient avoir un statut en France beaucoup plus haut, et même en Europe, avec les moyens qu'ils ont. Donc oui, je vois une victoire de Tottenham, 3-1. Et puis voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo preview et prono vous a plu. Si oui, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour supporter la chaîne. Donc voilà, merci d'avance. En tout cas, merci sinon d'avoir regardé la vidéo. Et puis mettez-moi vos pronostics en commentaire, comme ça on pourra en discuter, ce qui peut être pas mal. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et à très bientôt. Ciao!